5e visioconférence organisée en partenariat avec Mairie 2000 et l'AMF national dans le cadre des universités des maires dont l'AMF 44 est partenaire. Je me présente, Sylvie Pergeline, je suis donc la directrice de l'AMF 44. On a fait 5 visions, on est à la 5e visio. Donc, une première sur le statut de l'élu, une deuxième sur le fonctionnement du conseil municipal, une troisième sur la responsabilité civile et pénale des élus, le maire employeur hier et aujourd'hui les fondamentaux de l'intercommunalité. Donc, tous les supports vont vous être envoyés. Par ailleurs, les visios plus les PowerPoint seront mis en ligne sur le site de l'AMF 44. Voilà, donc en ce qui concerne l'intervention d'aujourd'hui, donc c'est notre animateur sera donc Éric Landau. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Éric d'être avec nous, voilà, pour animer cette formation sur les fondamentaux de l'intercommunalité. Dans le prolongement de ces visioconférences, il y aura également des universités des maires en présentiel, si les conditions sanitaires le permettent, le 17 septembre à Saint-Sébastien avec des petits ateliers thématiques. Voilà, donc vous recevrez également une invitation pour participer à ces différents ateliers, toujours dans le cadre des universités des maires avec Mairie 2000. Et je remercie Nathalie Dautre, donc la responsable de Mairie 2000, qui nous accompagne sur ces thématiques. Voilà, donc je vous souhaite une bonne réunion. Vous pouvez poser vos questions via le fil conversé, ou bien, comme nous ne sommes pas nombreux, via vos micros. Je pense que Éric fera des petites pauses pour vous inviter à poser vos questions. Voilà. Eh bien, écoutez, je laisse la parole à Éric Landau. Et je vais donc cesser mon partage d'écran pour lui céder ma place. Juste, je vous avais mis ça pour que vous rappelez un petit peu de la façon dont est configurée cette interface. Nathalie, 2 petites secondes, j'ai mon président qui arrive, il va peut-être dire… Voilà, écoute, alors je termine avec mes petits pictogrammes le temps qu'ils s'installent. Voilà, pour couper vos micros, c'est en bas à gauche, je vous le rappelle. Vous pouvez les rouvrir quand vous voulez pour pouvoir poser des questions oralement. Ici, vous avez la petite bulle pour ouvrir le chat qui va s'afficher à droite, ici. Et les participants, c'est moins important, qui s'affichera, la liste s'affichera à cet endroit-là. Voilà, je cède la parole, j'arrête mon partage, je cède la parole à votre président pour un petit mot d'ouverture. Très bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques têtes que je connais, j'imagine, là. Oui, je vois quelques noms connus. Donc voilà, une formation qui s'est étalée sur combien de sessions? C'est la 5e session. Donc c'est important, donc, ces formations pour les nouveaux élus, même pour les anciens d'ailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir de l'information. Et là, le thème de l'intercommunalité, effectivement, c'est un sujet d'actualité puisque c'est la mise en place donc, des nouvelles équipes au niveau intercommunal. Voilà, donc sur la Loire-Atlantique, on arrive presque au bout, il me semble. Et donc, on a un nombre d'intercommunalités important sur notre territoire et on voit bien donc, sur les compétences donc, optionnelles et puis les compétences obligatoires, on voit bien tout l'enjeu qu'il y a pour les territoires. Sur les compétences optionnelles, je pense qu'on aura un sujet sur la prise donc, compétences de l'assainissement, entre autres. Hein, donc, c'est un sujet sans doute que vous allez pouvoir développer tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas pris la compétence assainissement, ce n'est pas si compliqué que ça. Sur le territoire d'Ancenis, un exemple, on a pris la compétence il y a 4 ans et maintenant donc, nous sommes en ordre de marche. Donc l'ensemble des stations d'épuration, des réseaux ont été, donc, les travaux ont été bien identifiés et ça roule. Voilà. C'est peut-être d'autres sujets que vous allez développer, mais il y a des choses importantes. Quand même, sur les mobilités, donc la loi LOM, donc il y a des prises de compétences qui vont être donc à prendre avant la fin de l'année, même si c'est la région qui a la compétence mobilité, il est important que les intercommunalités aient quand même donc une partie de la compétence mobilité justement entre autres pour les itinéraires cyclistes et piétons, donc pour les gérer donc plus facilement. Il y a aussi dans le cadre donc des mobilités
la compétence transport scolaire qui est assurée par la région. Particularité en Loire-Atlantique et en Vendée, où il y a les AO2 et les intercommunalités, donc aussi une compétence donc, sur le transport scolaire. On est en train de regarder ça à la région, justement pour que ça fonctionne bien et que les intercos donc, puissent avoir aussi un œil sur les itinéraires et sur les arrêts des bus. Donc, voilà, toutes ces choses-là, mais que vous allez sans doute développer tout à l'heure. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Effectivement, les points qui viennent d'être évoqués par votre président sont très importants. Je les évoque tout à fait à la fin de la formation parce qu'on est sur des choses un peu plus complexes, d'une part, mais aussi parce que je voulais finir justement sur les grands dossiers que vous allez avoir à évoquer. Et j'évoquerai à cette occasion-là aussi la question du pacte de gouvernance qui est aussi sur votre table de travail, que vous décidez d'en faire un ou pas. On évoquera tous ces éléments-là. Alors justement, et peut-être quand même le vrai rôle de la conférence des maires, parce que l'intercommunalité c'est une chose, mais la conférence des maires c'est effectivement primordial pour sans doute regarder toutes les grandes stratégies qu'on peut développer sur le territoire. Je salue Arnaud Pajot, que je vois là à l'écran. Salut Arnaud, bonne journée. Merci à tous, merci Monsieur le Président. Alors on attaque. Donc, donc là normalement, vous voyez cet écran, c'est bon, je suppose? C'est bon. C'est le bon affichage? Vous avez en entier page entière? Nickel, nickel. Très bien. Alors, donc, voyons ensemble donc les bases, les perspectives et les bilans sur l'intercommunalité. Donc, on est sur quelque chose qui est évidemment complexe et où je pars du principe qu'il y a parmi vous des élus qui ont été en poste dans la majorité de l'opposition ou dans le conseil, en tout cas dans les mandats précédents, mais pour certains d'entre vous, c'est le tout début. Donc, je vais essayer de faire une formation simple sur un sujet qui ne l'est pas forcément, mais qui est passionnant. Et au fil des questions, n'hésitez pas. Le support qui fait 62 pages est évidemment, comme pour tous les autres que vous avez eus dans les sessions précédentes, téléchargeable au beau soin de votre association de maire et de mairie 2000. L'idée de travailler à plusieurs pour faire des choses, évidemment, n'est pas nouvelle. Figurez-vous qu'au XIXe siècle, c'est plutôt les représentants des élus qui voulaient le faire et les préfets et sous-préfets qui ne voulaient jamais entendre parler de ces trucs-là parce qu'il s'agissait de ne surtout pas contrebalancer le pouvoir très important du préfet et du sous-préfet. Les villes de l'Ancien Régime regroupaient plusieurs paroisses, les communautés villageoises de l'Ancien Régime regroupaient plusieurs paroisses, et donc les communes ont été faites sur la base des paroisses, alors qu'on était déjà sur des échelles supérieures géographiquement à la commune, aux paroisses, pour gérer la voirie, les premières écoles, quelques éléments embryons de systèmes sociaux, parce qu'on appelait à l'époque l'hôpital, qui n'a pas grand-chose avec l'hôpital d'aujourd'hui. Ce n'est que dans les années, si vous voulez, fin du XIXe siècle, début du XXe, une première moitié du XXe, que les collectivités se sont battues pour avoir le droit de faire des trucs ensemble. Le résultat historique de ça, c'est qu'en France, on a un nombre de syndicats qui est énorme. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Chacun aura son point de vue là-dessus. Mais évidemment, à chaque fois qu'on avait un nouveau problème, on crée un nouveau syndicat. Et figurez-vous que jusqu'en 1959, on devait créer des nouveaux syndicats pour chaque problème, puisque les syndicats n'avaient pas le droit de s'occuper de plusieurs trucs à la fois. L'État, depuis dès 92, nous pousse à faire de l'intercommunalité, alors qu'avant, on était plutôt sur des collectivités locales qui voulaient faire plutôt plus d'intercommunalité que ce que voulait l'État. Mais ce qui est important, c'est que jusqu'à il y a 10, 15, 20 ans, jusqu'à il y a 10 ans, disons, l'intercommunalité était construite totalement sur mesure. Il y avait des sous à récupérer parce qu'il y avait une fraction de la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui allait aux intercos. Et quand une interco a plus de DGF, ça n'enlève pas la DGF des communes. Hein. Donc c'est un plus. Ce n'est pas de l'argent qu'on pique. Il y a des cas où les intérêts financiers de la commune et de l'interco ne sont pas du tout convergents obligatoirement tous les jours. Mais là, sur la DGF, non. Donc l'interco s'est beaucoup développé.
L'État, en 92, voulait absolument couvrir la France des communautés de villes. Il n'y en a eu que 5 de créées. Et ce qu'avait voulu le Sénat, qui étaient les communautés de communes, finalement, s'est développé partout en France. Et jusqu'aux années 2010, je dirais, l'interco s'est faite sur la base du volontariat, parfois pour faire des mariages d'argent, mais qui sont parfois devenus ensuite des mariages de projet ou d'amour. Parfois pour ne pas se faire bouffer par le grand voisin. Vous voyez, toutes les grandes agglomérations se retrouvaient avec des petites communautés de communes autour, en partie pour ne pas se faire bouffer par la grande ville, ok. Mais il y avait quand même quelque chose de très vertueux et d'enthousiasmant à avoir des élus qui se disaient « Bon, bah, finalement, au niveau des transports scolaires, on bosse déjà ensemble. Au niveau de l'eau, des ordures ménagères, on bosse déjà ensemble. On veut faire ensemble, alors pour les secondes couronnes autour des grandes villes, le grand classique, c'était de dire bah, on veut maintenant que dans nos écoles, on construise des nouvelles écoles, il y ait de la restauration scolaire, de la petite enfance, il faut qu'on porte ça ensemble. Et les zones d'activité aussi, peut-être qu'on peut se les coordonner au lieu d'avoir tous les mêmes entrées de ville. Enfin voilà, bon. Et donc il y a eu, si vous voulez, une période de 92 à 2010 de création qui n'étaient que rarement forcées, ou quand elles étaient forcées, c'était obligatoirement avec une très très grande majorité de communes. C'est obligatoire en droit de toute manière que d'avoir la moitié des communes faisant les 2 tiers de la population, ou l'inverse, dont les communes qui étaient les plus importantes. Il faut voir que là, on sort de 2 mandats, notamment le dernier, où les élus ont passé leur temps à devoir digérer des fusions forcées, même contre leur volonté parfois. C'était la loi du 16 décembre 2010 sous Sarkozy, ce furent les lois MAPAM et surtout notre sous le mandat de François Hollande. Parce que comme droite et gauche et centre et tout autre étaient d'accord pour... Il y avait un consensus sur l'intercommunalité, on se disait que c'était assez facile de réformer en passant par l'interco. Mais à force de dire ça, on a fini par forcer les communautés à fusionner en 2012-2013, puis 2015-16. On a supprimé une grande partie des avantages de DGF qu'avaient les intercos en rendant la DGF plus rare à partir de 2013 jusqu'à 2017. Et vous allez, si vous prenez les rênes de votre communauté, prendre la succession d'un mandat, le mandat 2014-2020, où les élus ont eu le sentiment de passer leur temps à faire des comités de pilotage et des comités techniques, COPI et COTEC, pour avaler, si j'ose exprimer ainsi, des fusions forcées, des transferts de compétences. Donc, il y a eu 2 volets de fusion. Il y a eu des transferts de compétences en masse depuis 2010 et surtout 2014. Donc la gestion au milieu aquatique et prévention des inondations, on renforce le nombre de compétences minimales qu'il fallait avoir, aire d'accueil, stationnement des gens du voyage, déchets ménagers, y compris la collecte, alors qu'il y en a certains qui n'étaient pas encore transmis, eau, assainissement avec des bémols que nous verrons tout à l'heure, zone d'activité économique, mais aussi une grande partie du tourisme, mais pas tout, avec des règles assez compliquées. Donc, on se retrouve avec du coup des fusions, des changements de périmètre et des transferts de compétences qui font que l'intercommunalité, même quand elle était bâtie par les élus en fonction de leur territoire pour correspondre à la vie des gens, c'est-à-dire que la plupart des communautés, on a essayé à l'origine de les créer à l'échelle soit des lieux de vie des gens, soit des zones économiques de travail, ce qu'on appelle les bassins de vie ou d'emploi. Beaucoup de ces territoires qui même étaient pourtant vécus comme construits par les élus sur mesure en fonction de leurs projets, parfois pour aider à bâtir des féodalités politiques, mais globalement ça répond à des projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de territoires où finalement les choses ont été perçues comme subies depuis 6, 7, 8, 9, 10 ans. La majorité qui est arrivée au pouvoir en 2017 a dit qu'ils allaient faire des pauses là-dessus, mais finalement, il y a eu plein de correctifs techniques, puis ça a beaucoup râlé sur l'eau, l'assainissement lors du grand débat national. Du coup, il y a une loi qui a changé pas mal de choses le 27 décembre 2019, et aujourd'hui, on parle d'une nouvelle vague de décentralisation
où la place de l'intercommunalité est discutée. Il y a une association qui s'appelle Territoires Unis qui regroupe l'AMF, les départements et les régions de France, qui a tenu une conférence de presse il y a quelques jours. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y a des choses intéressantes de dites, mais qui, sur l'intercommunalité, vise bien, c'est le point de vue de l'AMF, ce n'est pas partagé par tout le monde, c'est le point de vue de l'AMF, mais aussi des départements et des régions de France, plutôt le point de vue du Sénat aussi, c'est qu'il faut replacer quand même la commune au cœur de l'intercommunalité et faire plus de sur-mesure et retrouver la possibilité, en gros, de faire ce que les élus ont envie de faire de leur communauté. Voilà. Donc, il n'en demeure pas moins qu'on est en France face à une situation particulière. On a des communes qui sont pas seulement très nombreuses, mais beaucoup plus petites que celles de quasiment tous les pays européens. On a beaucoup de couches dans notre millefeuille national, ou lasagne si vous préférez le salé. La commune, la loi de 2002 a imposé parfois des structures au niveau du quartier, mais enfin bon, c'est un peu évanescent, et c'est pour les grandes communes seulement. La structure à fiscalité propre. Alors, les structures à fiscalité propre, c'est qui? C'est comité de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole. C'est le pays qui avait été voulu par la loi Pascal de 95, développé par la loi Vonnet de 99, donc vous voyez, ce n'était pas forcément un débat droite-gauche, dont les ailes ont été reniées en 2003, quasi supprimées en 2010, puis rétablies ensuite en 2014 sous la forme de pôle d'équipe des territoires ruraux. Seulement pour ceux qui veulent en créer. Il y a l'arrondissement qui a une tâche purement administrative, mais qui souvent correspond à quelque chose de vécu par les gens, le département, région, etc. Donc évidemment, on se dit, tiens, on a des communes toutes petites et on a beaucoup d'échelons. Oui, sauf que la commune a d'abord un rôle tout à fait majeur dans la réalité économique, dans le vécu des gens, dans le lien, l'attachement affectif. Le maire est l'élu qui est le favori des Français et c'est évidemment déterminant. Mais ce qui est frappant, si vous voulez, quand vous comparez avec les autres pays, c'est pas seulement qu'on a des petites communes qui ont beaucoup de compétences. La décentralisation en 82 a été bâtie par Pierre Mauroy, par Gaston Defferre, qui étaient des maires, mais des maires de grandes villes, mais qui du coup ont donné pratiquement les mêmes compétences à la commune de 50 habitants que ce qu'ils avaient envie de donner à Marseille ou à Lille. C'est surtout que dans beaucoup de pays, les structures du dessus peuvent donner des instructions à la structure du dessous. Entre l'État fédéral allemand, les Länder, et entre les Länder et les Kreise au niveau local, etc., ils ont des sortes de rapports de compatibilité entre ce que font les uns et les autres. La France n'a pas ça, notre article 72 de la Constitution l'interdit, mais tout ceci a été ajusté et aujourd'hui, votre région a une sorte de primat, de leadership sur un grand nombre de schémas d'aménagement. Et l'idée qui a été voulue par un peu la loi de 2010 et beaucoup les lois de 2014 et 2015, c'est de faire une sorte de tandem. La région, elle fait un régime général d'aide au développement économique, et ben c'est l'Interco qui va donner les aides au développement économique. La région fait un schéma en matière de développement économique, c'est les communautés ou les métropoles qui vont porter les zones d'activité. La région va porter un grand schéma qui s'appelle le SRADET, schéma régional d'aménagement et développement durable des territoires, qui va s'imposer aux échelons en dessous. C'est-à-dire un peu comme entre un PLU en urbanisme et un SCOT, le PLU doit respecter en gros ce qu'a dit le SCOT, mais le SCOT n'a pas le droit d'être trop précis. Vous avez la même chose entre région et Interco. La région fait un schéma en matière de développement économique, elle fait un région en matière d'aménagement et de développement durable, qui vont inclure des volets de mobilité, qui vont inclure des volets en matière de pollution, qui vont inclure des volets en matière de déchets ménagers, qui vont inclure des volets en matière d'aménagement de l'espace. Et en aval, c'est l'Interco qui va porter certaines compétences en matière d'urbanisme, de pollution, d'environnement, de développement économique, de mobilité dans certains cas, dans un grand nombre de cas,
Et donc, c'est un tandem qui a été voulu par le législateur successif. Or, ce que l'on constate, c'est que le département s'est moins effacé que ce qui était prévu en 2014, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il revient plutôt à l'honneur aujourd'hui, et que du coup, on n'a pas une vision extrêmement claire de où va la décentralisation et où vont les intercos. Bien. Il n'en demeure pas moins que toute la France doit être couverte de structures intercommunales, communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines ou métropoles. Les seuls qui ont le droit de ne pas être dans une structure à fiscalité propre, communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, communauté urbaine, ce sont les îles monocommunales, c'est-à-dire une île où il n'y aura qu'une seule commune. Voilà. Il y a une deuxième exception, mais qui ne date que de août 2018, c'est si je transforme ma communauté de communes, par exemple, ou d'agglo, en une commune nouvelle, ça c'est une sorte de fusion de communes New Look, qui est d'ailleurs quelque chose de tout à fait passionnant, eh bien, et qui est un enjeu important, largement porté par le Sénat et l'AMF, eh bien, ils ont le droit de ne pas être réintégrés ensuite dans une structure à fiscalité propre. Donc, si vous voulez que votre communauté de communes devienne une très grande commune, pourquoi pas? C'est possible. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'échelle intercommunale. Mais, mis à part ça, tout le monde doit être dans une structure à fiscalité propre. Nombre de communautés à fiscalité propre qui a descendu. Pourquoi? Vous le voyez ici, entre 2010 et 2014, c'est la première vague des fusions autoritaires dont je vous parlais, où on faisait des schémas départementaux et le préfet derrière pouvait forcer les gens. Et deuxième chute, voilà. Alors on a obtenu du coup des communautés qui parfois sont à la taille réellement du bassin de vie ou d'emploi, mais ça conduit aussi parfois à des communautés dites XXL, c'est-à-dire très très grandes. Ce dont certains se réjouissent, c'est que beaucoup déplorent. Ce qui est certain, c'est que si vous êtes dans une communauté qui dépasse 50 ou 60 communes ou 80 communes, comme ça arrive parfois, la gouvernance, le rapport entre les maires n'est pas du tout le même. Ça, c'est à peu près certain. Voilà une petite carte de l'intercommunalité à fiscalité propre. Et la question se pose de se dire, mais alors, finalement, pourquoi on est dans ce machin? Pour fédérer des territoires. Mais la réponse du juriste sera plus simple, plus univoque, c'est juridiquement, un EPCI, c'est une communauté ou un métropole, enfin c'est un établissement public, comme un hôpital est un établissement public, un lycée est un établissement public, votre CCS est un établissement public. Et cet établissement public, vous allez y siéger pour gérer en commun des compétences, des ressources fiscales et des projets. Voilà. Souvent, ça répond aussi à des nécessités techniques. L'échelle pour une structure intercommunale, pour l'eau, pour l'assainissement, pour porter, etc. Quand vous voyez STEP, ça veut dire station d'épuration. Vous verrez parfois aussi STE, station d'épuration des eaux usées. Si je regarde des cartes, il s'agit souvent de s'adapter au périmètre de la vie des gens ou de l'économie, bassin de vie ou d'emploi, et parfois de faire une communauté pour ne pas se faire bouffer par une communauté d'à côté. Mais du coup, vous vous retrouvez avec un schéma sur le terrain qui peut être super compliqué. La commune, votre commune, elle se retrouve à siéger dans une communauté et une seule. Communauté ou métropole, bien sûr. Cette communauté n'est pas la seule structure intercommunale de votre territoire, il y a aussi des syndicats. Vous siégez dans des syndicats. OK. Ces syndicats peuvent être eux-mêmes, avec éventuellement des communes ou des communautés, membres de syndicats mixtes dits fermés, voire syndicats mixtes ouverts si j'ai d'autres membres, départements, CCI, etc. Du coup, on se retrouve avec un maquis juridique. On n'est absolument pas dans un jardin à la française avec des allées droites, quoi, et des buissons bien taillés. On est sur quelque chose, objectivement, de compliqué. Mais on peut représenter la même chose de manière un peu plus organisée en disant, voilà, je siège dans des communautés, je siège dans des syndicats qui eux-mêmes peuvent se retrouver éventuellement à siéger dans des syndicats mixtes qui seront fermés ou ouverts selon leurs membres. Et ça change beaucoup de choses pour le juriste qui soit ouvert ou fermé en termes juridiques et financiers derrière. OK. Mais dans tous les cas, il s'agit d'appliquer ce que les juristes appelleront un principe de spécialité.
À cette structure, je vais lui donner des compétences. Elle va exercer ses compétences à la place de la commune. Et elle ne pourra pas sortir de ses compétences. Ça s'appelle le principe de spécialité. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelques décennies, une structure intercommunale est créée et dans ses compétences, il y avait construction de, en l'occurrence, c'était un établissement scolaire. Eh bien, le jour où les travaux ont été réceptionnés, selon le juge administratif, cette structure intercommunale avait perdu sa compétence. Ce n'était pas marqué construction, aménagement et gestion, ou ce n'était pas marqué juste établissement scolaire, machin. C'était marqué construction de tel établissement scolaire. Principe de spécialité égale donner ses données, reprendre ses volets, ok, mais pas plus que ce qui a été donné. Donc, ça veut dire que du coup, interprétation restrictive, construction, ce n'est que la construction, pas la gestion derrière. Autre exemple, une structure intercommunale avait comme compétence reconversion du bassin économique machin. C'est un bassin industriel. Et bien, inversement, une commune se met à faire sa petite zone d'activité économique. Non, c'est le syndicat, en l'occurrence, qui avait la compétence, nous dit le Conseil d'État. C'est un arrêt très important en commune de Saint-Vallier, peu importe. Pourquoi? Parce que on a très clairement un... comment dire? On a très clairement, à cette occasion-là, le fait que l'on a... toutes les opérations ont été transférées, donc y compris les zones d'activité. Donc, donner ces données. Alors, vous allez me dire, dans ces cas-là, dans mes structures intercommunales, il faut que je mette des compétences floues pour qu'on s'en sorte. Non, en 2004, le Conseil d'État a dit, si je prends des compétences floues, eh ben, c'est illégal. Et tous les actes pris derrière sont illégaux, en cascade. Poum, poum, poum. C'est comme les dominos qui se tombent les uns après les autres. Donc, on a très clairement un principe de spécialité, donner ces données, interprétation restrictive, pas plus que ce qui a été donné, et si j'essaie de m'en sortir en ayant des compétences floues, eh ben, ça entraînera des illégalités en cascade. Alors, finalement, qu'est-ce qui différencie les communautés des syndicats? D'abord, le financement. Quand vous allez siéger dans des syndicats, ils vont être financés par des contributions qu'on verse, un peu comme des cotisations d'une association, mais le paiement est obligatoire quand même. Deuxième chose, par des redevances du service, alors que la communauté va recevoir de l'impôt. Les communautés et les métropoles perçoivent différents impôts selon des mécanismes que nous allons voir tout à l'heure. Deuxième différence, les communautés perçoivent, ou métropoles, de la DGF, pas les syndicats. Troisième différence, votre commune ne peut pas être à la fois dans une communauté de communes et une métropole. Vous n'avez le droit d'adhérer qu'à un seul EPCI à fiscalité propre. Ce sera une métropole, communauté de communes, communauté urbaine, communauté d'agglomération, mais c'est comme ça. Et il est très dur de passer de l'une à l'autre. Il y a des procédures qui le permettent, mais c'est dur. Par contre, vous pouvez être membre de plusieurs syndicats si ce sont pour des compétences différentes. Le syndicat n'est pas forcément en continuité territoriale. Un syndicat peut avoir sur la carte une forme de peau de léopard, vous voyez, avec des trous au milieu. Une communauté de métropole doit être d'un seul tenant, monobloc, et sans enclave, pas de trou au milieu. Et les syndicats peuvent être avec une seule compétence ou plusieurs compétences, ça peut être à la carte. L'intercommunalité a un système de compétences plus rigide. Et les différentes structures qui existent sont les communautés de communes, qui peuvent être à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle unique. Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est. Ce peuvent être des communautés d'agglomération, des communautés urbaines ou des métropoles. Peut-être va-t-on vous dire, ah ben ouais, mais nous on est dans une communauté de communes à DGF bonifié. C'est historiquement vrai, mais c'est plus vrai juridiquement puisque cette catégorie juridique a été supprimée il y a 1 an et demi. Est-ce que d'ores et déjà, sur le nombre que nous sommes, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses à évoquer ensemble?
que vous pouvez peut-être indiquer dans le module de chat ou en reprenant la parole par votre micro. Non? Non, apparemment c'est clair. Eh ben, je vous remercie et on continue sur notre donc, présentation. Alors, si vous allez me dire, mais comment moi je sais qui fait quoi? En général, vos services vont vous dire, oh, bah, tel syndicat, il va faire telle chose. Alors attention, hein, le nombre comment dire, le nombre d'ambiguïtés est amusant. Vous avez des syndicats de ramassage et en fait, vous découvrez que c'est du ramassage scolaire. Et vous avez des syndicats qui s'appellent ramassage et vous découvrez que c'est de la collecte des ordures ménagères. Vous avez des syndicats qui s'appellent fourrière et vous découvrez parfois que c'est une fourrière animale ou parfois une fourrière de véhicules. Donc, attention aux formulations qui sont trompeuses. Ça aboutit à des quiproquos de début de mandat tous les 6 ans qui sont marrantes. Mais vous allez être surpris de voir que peut-être la réalité de ce qui est fait par tel syndicat ou par telle communauté ou métropole sort un peu de ce qui est prévu en droit. Nous, quand on a, et je dis ça à nous, je travaille quand même dans ce secteur, donc nous on est des avocats, on est une trentaine d'avocats et nos clients ne sont que des collectivités territoriales. Et j'ai travaillé dans ce domaine depuis 1989 quand même. Eh bien, depuis 1989, presque une fois sur deux, quand les gens me disent notre communauté ou notre syndicat fait telle chose, et qu'on regarde la réalité des textes, notamment des statuts de cette structure, on découvre quelques variations. C'est-à-dire qu'il y a presque toujours des décalages, si vous voulez. Alors, quelles sont les compétences, par exemple, de votre communauté? Eh bien, la loi fixe des minima. Si vous êtes en métropole, il y a des compétences obligatoires, des compétences dites optionnelles et facultatives. Attention, les mots sont trompeurs. Quand vous voyez optionnel, ça veut pas, ou facultative, ça ne veut pas dire « ah bah je donne si je veux ». Facultative, ça veut dire la structure n'était pas obligée de prendre la compétence, mais enfin, une fois qu'elle l'a prise, elle est transférée. Hein. Optionnel veut dire elle était juste obligée d'en prendre un certain nombre de compétences parmi une liste minimale fixée par la loi. C'est notamment le cas pour des métropoles qui furent communautés urbaines, ce qui est le cas de Nantes. Mais en revanche, il y a un point important pour ceux d'entre vous, majoritaires, je suppose, qui êtes en communauté de communes ou d'agglomération. La communauté de communes ou d'agglomération avait des compétences optionnelles, notamment en agglo, assez fortes. Or, la loi du 27 décembre 2019, donc c'est tout nouveau, ça n'est pas encore digéré par les structures intercommunales, pas encore mis en pratique, à supprimer la notion de compétence optionnelle. C'est-à-dire que vous allez prendre vos statuts. Vraiment, je vous invite à le faire. Ce n'est pas super compliqué. C'est pas Bon, il y a 2-3 formulations très juridiques, mais vous allez regarder les compétences et vous allez voir les compétences qui ont été transférées à l'interco. Et vous vous souvenez que la grille à avoir à l'esprit, c'est tout ce qui est écrit là, ça a été donné à l'interco, mais interprétation restrictive et pas plus que ce qui a été donné. OK. Bon, parfois, il arrive aussi que l'interco agisse par contrat sur certains domaines. C'est le cas de ce qu'on appelle les aides à la pierre, certaines compétences en matière de logement. Oui, bon, d'accord. Le transport, parfois. Et puis, vous allez voir, compétences dites optionnelles. Eh bien, sur les compétences optionnelles, ce sont des compétences que vous étiez obligé d'en prendre parmi une liste jusqu'à donc décembre dernier. Et ces compétences-là, on a donc on a l'obligation on avait l'obligation de les avoir jusqu'à décembre. Aujourd'hui, si les compétences marquées comme optionnelles dans vos statuts, si vos statuts sont à jour, hein, bon, je simplifie,
il y a toute ou partie de ces compétences qui peuvent être rétrocédées aux communes par modification de vos statuts si vous le souhaitez, si une majorité qualifiée de communes est d'accord à cet affaire. D'accord? Et le conseil communautaire d'accord aussi, ou métropolitain. Communautaire. Autre remarque. Parfois, vous verrez une référence dans vos statuts à la notion d'intérêt communautaire. J'ai pas tous les équipements culturels et sportifs qui sont donnés à l'Interco. C'est uniquement ceux qui sont d'intérêt communautaire. Je n'ai pas toutes les voiries qui sont données à l'Interco, mais uniquement celles qui sont d'intérêt communautaire. Eh bien, retenez un truc simple là-dessus. L'intérêt communautaire, ça se définit à la majorité des 2/3 du conseil communautaire, ou l'intérêt métropolitain à la majorité des 2/3 du conseil métropolitain. Donc, il faut aller reprendre les délibérations qui ont été faites dans le temps, autrefois, pour connaître la vraie frontière entre ce que fait la commune et ce que fait l'Interco. Vous n'avez pas l'équivalent de l'intérêt communautaire dans les syndicats. Donc, vous prenez les statuts, ça fixe la liste de tout ce qui est fait par l'Interco, et elle n'a pas le droit de faire plus que ce qui est dans cette liste. Si c'est un truc qui est marqué comme compétence optionnelle et que dans le Code général des collectivités territoriales, ce sont effectivement des compétences optionnelles, alors elles peuvent être rétrocédées aux communes sur une procédure particulière. Et s'il y a un renvoi à l'intérêt communautaire, eh ben, ça veut dire que la frontière précise des compétences peut être ajustée par délibération à la majorité des 2/3 du conseil communautaire ou métropolitain. Est-ce que c'est bon tout ça? C'est compliqué, mais c'est super important. Oui, vous pouvez toujours poser vos questions, hein, pardon, mais n'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Donc, s'il y a un petit doute, prenez la parole. Alors, comme je ne suis pas un pro de Zoom par rapport à Teams, je n'ai pas le module de chat quand je suis en projection, je ne sais pas pourquoi. Si, mais je l'ai, moi. Mais si alors, il faut glisser ta souris vers le haut de l'écran et il y a un menu qui va apparaître et 3 petits points. Ah oui, d'accord, mais c'est comme je dis sur ces écrans, il apparaissait sur l'autre. D'accord, ok. Vu. Bon, je reviens sur mon propos. Alors, donc du coup, je ne vois pas s'il y a des trucs dans le module de chat. Hein. Donc, tout ça, je vous l'ai dit. Et l'intercommunautaire, je vous l'ai expliqué. Il y a des spécificités dans les métropoles, dans 2 métropoles de France, mais qui ne concernent pas votre département. Si demain, vous changez de périmètre, vous fusionnez votre périmètre, vous changez de communauté, etc., etc., vous pouvez vous retrouver avec des changements et des ajustements sur les compétences. Les communautés peuvent fusionner, on peut changer de communauté ou de métropole dans certains cas, essentiellement de communauté, rarement de métropole, à la condition que les 2 périmètres à la fin restent bien d'un seul tenant et sans enclave. Les communautés peuvent même se scinder en 2 depuis la loi de décembre 2019, mais ce sont des choses assez compliquées. Et si vous travaillez demain sur des prises de compétences au niveau de l'Interco, attention à l'impact que ça peut avoir sur les syndicats, parce qu'il y a des cas où si vous donnez une compétence à la communauté, ça va entraîner le retrait du syndicat. Et dans d'autres cas, c'est la communauté qui siège dans le syndicat. Il y a des règles assez compliquées là-dessus. Ça fait partie de votre checklist. Si vous changez de périmètre, si vous changez de compétence, quel impact sur le syndicat, ça fait partie des trucs à vérifier avec votre juriste préféré. Autre point, qui siège dans cette interco? Eh bien, celui qui va siéger dans cette intercommunalité, vous le savez. Si la commune a moins de 1000 habitants, c'est les élus dans l'ordre du tableau. Et si les élus ont 1000 habitants et plus, c'était déjà dans le bulletin de vote des électeurs. Mais avec une règle à connaître aussi, c'est que si la commune a un siège et un seul, elle a le droit à un suppléant. Ensuite, l'exécutif intercommunal. L'exécutif intercommunal, c'est évidemment le président du syndicat, président de la communauté de communes, président de la communauté d'agglomération, président de la communauté urbaine, président de la métropole. OK. Mais il y a aussi un exécutif collégial qu'on appelle le bureau.
Alors, vous allez me dire, ah, dans notre commune, on a aussi un bureau, le bureau municipal. Oui, il y a beaucoup de communes qui pratiquent ce qu'on appelle le bureau municipal. Mais ce n'est pas prévu dans le code. Ce n'est pas une instance qui existe en droit. C'est une instance informelle. N'allez pas dans votre commune adopter une délibération du BM, du bureau municipal. Ça serait totalement illégal. Je le vois parfois en début de mandat, mais non, non. En revanche, à l'Interco, le bureau est un organe qui existe et qui a même le droit de prendre des délibérations. Un peu comme la commission permanente du département ou de la région. Quand vous avez fixé votre nombre d'adjoints en commune, c'était maximum 30% de l'effectif, arrondi à l'entier inférieur. Eh bien, en Interco, c'est 20% de l'effectif du conseil communautaire, mais c'est plafonné à 15 vice-présidents. D'accord? Et ce plafonnement à 20%, c'est le plafonnement du nombre de vice-présidents, pas de membres du bureau. Car dans le bureau, j'ai le président, les vice-présidents dont le nombre est plafonné à 20% de l'effectif total, et d'autres élus si je le souhaite. Ces 20% peuvent passer à 30% de l'effectif si vous le décidez à la délibération des 2/3, par une délibération motivée. Mais ça n'augmente pas l'enveloppe maximale d'indemnité de fonction à se répartir. Alors, la réalité, c'est que vous avez des intercos qui sont très, très différentes d'un territoire à l'autre. Vous avez des intercos petites, d'autres grandes. Vous avez des intercos où on fonctionne par pôle géographique. Il y a plusieurs centres, au risque d'éclatement, et d'autres où tout est centralisé. Il y a des intercos où le bureau comprend tous les maires, d'autres non. Il y a des intercos où le bureau, comprenant tous les maires, peut se retrouver avec 50, 60 personnes au bureau. Je connais un bureau à plus de 80 personnes. Il n'y a que 15 vice-présidents, mais plus de 80 personnes. Mais dans ces cas-là, évidemment qu'il y a des bureaux restreints ou autres, parce qu'on ne discute pas à 80 personnes, ce n'est pas vrai. Les discussions se font en amont. Alors, elles se font en commission, mais elles sont aussi en petits groupes. Si vous êtes en métropole et que vous avez 20 VP et non pas 15, c'est normal, le plafonnement de 15 passe à 20 en métropole. Et en interco, on peut donner des compétences, même très importantes, du conseil communautaire métropolitain au comité syndical. L'organe délibérant intercommunal s'appelle conseil communautaire pour les comités de communes, d'agglomération et de communautés urbaines. S'appelle conseil métropolitain pour les métropoles. S'appelle comité syndical pour les syndicats, quelle que soit la forme de syndicat. Le comité syndical, conseil communautaire ou conseil métropolitain peut donner beaucoup de compétences, soit au président, soit au bureau, soit à un vice-président identifié, soit panaché. La plupart du temps, on finit par panacher, donner beaucoup de compétences au président, d'autres, pas les mêmes, compétences au bureau, et puis peut-être quelques compétences spéciales directement à un VP, notamment quand il y a un risque de conflit d'intérêt pour le président. C'est bon ? Alors, l'architecture du coup de base devient j'ai le conseil ou comité pareil, qui donne des compétences soit au bureau, soit au président, soit au VP. Vous voyez ces petites flèches là qui montent. Le président qui, lui, va donner des délégations de fonction, comme vos délégations de fonction mairie, du maire aux adjoints. Ça marche pareil au profit des VP ou autres membres du bureau. Le président donne délégation aussi aux VP et autres membres du bureau. Et des délégations de signature au DGS et autres cadres. L'architecture de base, c'est ça. Après, j'ai des commissions, je peux faire une conférence des maires, on en parlera tout à l'heure, qui peuvent évidemment aboutir à des différences considérables d'un territoire à l'autre dans la réalité de l'architecture des pouvoirs. Ce qu'on appelle dans beaucoup de communautés le conseil des maires ou le comité des maires s'appelle désormais obligatoirement, depuis la loi du 27 décembre 2019, conférence des maires. C'est facultatif d'en créer une si le bureau comprend déjà tous les maires. Mais s'il y a ne serait-ce qu'un maire qui manque, alors il faut faire une conférence des maires. À quelques détails près, le droit des métropoles est un peu différent. Alors, votre président, à juste titre, a dit « Ouh, c'est très important la conférence des maires ». Il a raison. Sauf que la réalité, c'est que les conférences des maires, dans les communautés,
elles servent parfois à faire joli et parfois sont des instances extrêmement importantes. Il y a des structures où les maires, notamment ruraux, sont marginalisés dans ces structures et d'autres, au contraire, ils ont le pouvoir pour de vrai. Les grandes différences, c'est est-ce que cette conférence aura le droit de fixer dans certains cas certains éléments de son propre ordre du jour ou pas, et est-ce qu'elle se réunit à chaque fois ou pas. Si la conférence des maires se réunit avant chaque réunion du bureau et chaque conseil communautaire, elle aura un poids énorme. Et comme elle représente tous les maires, elle représente, excusez-moi, mais elle surreprésente, rapporté au nombre d'habitants, le poids des communes les moins peuplées. Et du coup, les maires plus urbains peuvent parfois dire qu'une réunion de la conférence des maires avant chaque bureau, c'est une manière pour les élus ruraux d'imposer en réalité leur volonté. D'autres disent non, c'est la garantie d'un accouchement du consensus, très souple et très large. Chacun aura son point de vue là-dessus. Si la conférence des maires se réunit avant chaque réunion du bureau ou autre, parce que dans le bureau, il n'y a pas tous les maires, ce qui est certain, c'est que c'est un processus décisionnel qui accouche plus du consensus, qui n'est plus du tout le même équilibre rural-urbain, si vous êtes dans un territoire où l'équilibre se pose en termes rural et d'urbain. Je connais des tas de territoires où la ligne de fracture, elle n'est pas rural-urbain, mais les littorales, rétro-littorales, par exemple. Nord-sud, en zone de montagne, ce qui concerne moins votre département, certes, les lignes de fracture ne sont absolument pas rural-urbain, mais domaine skiable, pas domaine skiable, tel type d'agriculture versus zone partie plus industrielle, etc. Par exemple, à Dreux, ils ont décidé que la conférence des maires allait ne pas se réunir avant chaque réunion du bureau parce que sinon ça allait tout bloquer, mais qu'elle se réunirait avant chaque débat d'orientation budgétaire et qu'elle aurait le droit de s'auto-saisir ou de voir son propre ordre du jour, ce qui est une manière de ne pas la rendre systématique, mais de lui donner un grand poids quand même. C'est plutôt malin. Chaque territoire trouve ses propres solutions. Donc, je suis obligé d'en faire une si je n'ai pas tous les maires dans le bureau, mais il ne suffit pas de la créer. La réalité, selon son rythme de réunion, ordre du jour, etc., et selon la réalité politique du territoire, selon la taille de la communauté de la métropole, sera en réalité extrêmement variée. Là, je vous ai mis l'article sur les délégations que l'on peut donner au président ou au bureau ou à des VP de la part du conseil communautaire, comité syndical métropolitain. J'attire, alors il y a plusieurs pièges, mais j'attire juste votre attention sur un point, c'est que dans beaucoup de communautés, on reprend la liste de ce qu'on peut donner à un maire. Ce que vous avez voté, vous, dans vos communes, là. Alors, si vous êtes déjà un vieux routier de la commune, vous savez que c'est la délibération que l'on appelle en général de l'article L21, 22, 22. C'est les compétences données par le conseil municipal au maire. Souvent, on reprend la même chose qu'on donne au président. Non, mauvaise pioche. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on peut donner au maire, il y a beaucoup moins de choses que ce qu'on peut donner à un président de Terco. Regardez là, on donne tout sauf le vote du budget, l'approbation du compte administratif, etc. Mais, avec quand même une immense différence, c'est que on a l'interdiction de donner à l'exécutif intercommunal la fixation de tarifs, de taux ou de redevances. Or, dans ce qu'on peut donner au maire, il y a certaines fixations de tarifs, taux ou redevances. En tout cas, tarifs et redevances. Donc, attention, là, il y a un piège dans lequel tombe plus de la moitié des communautés que je connais. Donc, bon, voilà. Quand j'intercommunalise, je vais transférer les agents. Voici une petite grille de lecture. Mais il y a beaucoup d'outils qu'on appelle de mutualisation, nous allons en parler tout à l'heure, qui permettent sur mesure de faire beaucoup d'ajustements, de partager des services, etc. Ces outils sont parfois très performants, parfois pas, mais ce n'est pas un problème juridique. Dans ma boîte à outils juridiques, des outils de mutualisation, il y en a une quinzaine. Et chacun fait son mix. Mais certains ont bâti des usines à gaz, d'autres ont fait des systèmes simples. Certaines communes disent « Ah bah ouais, mais c'est la commune qui décide de tout ». Non, parce que certains outils de mutualisation peuvent reposer sur les communes, d'autres sur l'interco.
Et si vous faites un outil de mutualisation qui est porté par des groupes de 3, 4, 5 maires, vous n'aurez pas du tout la même réalité que si vous faites des outils de mutualisation avec 30 maires qui sont censés piloter ensemble un service. Si vous faites un outil de mutualisation qui concerne 30 communes, bon, bah, ça peut être super, mais il faut savoir que le poids individuel de chaque maire vis-à-vis des services sera évidemment noyé dans la masse. Si vous faites, ce qui peut être adapté pour certains trucs, hein, si vous faites, je vais prendre un exemple, si j'ai une cellule marché à organiser et qu'on décide de la mutualiser, très souvent, on fait des trucs qui concernent quasiment toute la communauté pour uniquement les communes volontaires, parce qu'on est dans un domaine technique, complexe, où il est bon d'avoir des acheteurs publics, mais on s'organise par contre pour que la définition de la demande repose bien sur les services communaux, pour que, au niveau des CCTP, enfin de la constitution des documents du marché, on ait bien la commune qui ne soit pas non plus contournée. Bien. Si en revanche, on me demande de travailler sur des projets de mutualisation en matière, par exemple, d'espace vert ou de nettoyage de cimetière typiquement, mise en place de zéro phyto, entretien, balayage, etc. Les pratiques techniques des communes, entre ceux qui sont pour le désherbage manuel, ceux qui sont pour l'usage de systèmes thermiques, etc. Il y a tellement de guerres de religion là-dessus et de tensions, et les maires veulent tellement être impliqués dans ces éléments-là qui sont ou au moindre petite mère dont se font engueuler par les habitants, donc le maire gueule, bon, voilà. Donc en général, moi je conseille toujours de faire des petites unités, parce que j'ai une petite équipe, la commune, elle a juste un agent technique, elle est larguée. Si je fais un petit groupe de 5 communes, là je peux commencer à avoir une équipe un peu spécialisée, avec un gars qui s'y connaît un peu en fleurissement, tout ça c'est pas mal. Mais au-delà de 5 communes, le poids individuel de chaque maire devient négligeable. Bon, on le bâtit autrement, voilà. Bon. Donc, je transfère des agents à l'interco, j'ai beaucoup de systèmes de mutualisation, la réalité de l'efficacité de ceux-ci, le portage qui peut être fait par les communes ou par l'interco, qui peut être fait de telle ou telle manière, qui peut être fait à telle ou telle échelle géographique, conduisent à une très grande diversité. Et ce n'est pas parce que ça marche bien chez vous que ça marchera bien chez les autres, et ce n'est pas parce que ça marche mal chez vous que tout ceci, c'est de la merde qu'il faut jeter à la poubelle. Il y a d'autres territoires où ça marche bien. N'hésitez pas à sourcer. Alors, on va dire que c'est du benchmarking si on aime l'anglo-saxon. On va dire que c'est du parangonnage si on aime les vocabulaires choisis. La réalité, c'est qu'il faut comparer ce que font les uns et les autres et arriver à une dizaine d'expériences. Et si vous faites bosser des bureaux d'études, poussez-leur ou des avocats, poussez-leur dans leur retranchement pour qu'ils vous disent ça se passe comme ça à tel endroit, comme ça à tel endroit, comme ça à tel endroit. Téléphonez-leur et là, vous ferez réellement du sur-mesure. Surtout pas se faire refourguer du prêt-à-penser parce que vos territoires, eux, ont tous leurs spécificités et vous avez tous des projets qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux de vos voisins. Et ce qui marche dans une communauté de communes très unitaire n'est pas ce qui marche dans une communauté de communes où il y a des fortes fragmentations et des tensions politiques. Ce qui marche dans une communauté de communes à 100 communes n'est pas ce qui marche dans une communauté de communes à 10 communes, etc. On transfère aussi les biens, et là, il faut que je vous parle un petit peu quand même des biens, parce qu'on va commencer à parler des biens, on va parler un peu du pognon, on va parler un peu de choses concrètes. Quand vous intercommunalisez des biens, des compétences, le régime par défaut, c'est que je mets à disposition les biens. Alors, mise à disposition, on se dit, ah bon, tiens, je te passe les clés de ma bagnole, quoi. On pense, l'idée qui vient à l'esprit, c'est celle d'un prêt. La mise à disposition, qui s'appelle mise à disposition dans deux codes, Code général des collectivités territoriales et celui des propriétés des personnes publiques, n'est pas un prêt. Si vous avez, voilà, vous êtes Madame le maire, Monsieur le maire, vous avez votre propre bien. Vous avez un lieu dans lequel se passe votre périscolaire. Okay ? Le périscolaire, il peut se passer à l'école, mais il peut se passer aussi dans des bâtiments dédiés. En général, dans les centres-villes très denses, c'est à l'école, et ailleurs, c'est dans des bâtiments dédiés parce que le mètre carré est moins difficile à avoir et à rentabiliser. Eh bien, on a... imaginez que votre commune dise « Ah bah voilà, moi on va intercommunaliser tous ensemble le périscolaire. » Eh bien, si vous avez un bâtiment périscolaire, il va être mis à disposition de l'interco.
Mais cette mise à disposition veut dire que la communauté pourra, métropole, démolir le bien. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, hein, mais juridiquement, elle a le droit d'aller jusqu'à le démolir et le rebâtir. Vous voyez, c'est autre chose qu'un prêt, quoi. Le bien reste dans votre inventaire communal, mais l'interco en a la gestion intégrale, y compris le sous-sol. Mais le jour où vous partez de la communauté, ou le jour où la communauté n'exerce plus cette compétence, vous récupérez le bien. Et après, s'il y a un différentiel dans l'état financier du bien, l'état matériel du bien, il y a un système de neutralisation financière qui peut se mettre en place. Mais alors là, ce que je vous dis est du très simplifié. Maintenant, imaginez que votre périscolaire, vous le faites dans l'école et que vous gardiez, vous, au niveau communal, la compétence scolaire. Ben, dans ce cas-là, ça devient juste, évidemment, une mise à disposition plus proche de l'idée que l'on se fait d'une mise à dispo. C'est un prêt, quoi. Pour un jury, ça devient une convention d'occupation domaniale. C'est-à-dire, je passe une convention par laquelle le fait pendant tout le temps périscolaire, qu'il vaut mieux définir, hein, parce que la notion de temps périscolaire donne lieu à quelques débats juridiques, c'est la communauté qui s'occupe du truc. Donc, ça reste bien un bien communal, affecté au scolaire, mais les biens périscolaires, s'ils ne sont pas détachables du reste, s'ils ne sont pas divisibles du reste, ce n'est pas une aile différente de l'école, dans ce cas-là, c'est un peu comme un prêt de salle, quoi. Et là, on est sur un régime juridique totalement différent. Mais qui est, dans ce cas-là, voulu, choisi. Il faut une convention spécifique. Est-ce que le maire peut dire « moi, ils ne l'auront pas ». Voilà. Quand, par exemple, il y a eu en 1er janvier 2017 l'intercommunalisation d'une grande partie de la compétence tourisme, il y a des tas de maires. Alors, il y avait des régimes juridiques qui permettaient aux communes, et qui permettent encore, dans certains cas, de récupérer la gestion de leur office de tourisme, notamment dans les stations classées ou quand il y a une marque territoriale protégée. Oui, bon, truc un peu compliqué. Mais quand je n'ai pas ces cas-là, il y a des maires qui disaient non, moi, ils n'auront pas mon office de tourisme. Le maire, il se mettait limite avec son tromblon devant l'office de tourisme en disant vous ne me piquerez pas mon bâtiment. Nous, si on bosse pour la communauté, ça ne va pas nous traumatiser, hein. Le transfert, il est de plein droit. Donc, le maire qui refuse de signer le procès-verbal de mise à disposition, on s'en fout. La communauté fait un acte unilatéral valant mise à disposition. Ce que je vous dis, c'est très simplifié, mais puis voilà, quoi. Inversement, il y a des tas de communautés qui ont été imprudentes. On est entre potes, on est entre maires, on s'entend bien. OK. Et on va récupérer, notamment quand il y a eu les transferts de zones d'activité, on récupère des vieilles zones industrielles toutes pourries, avec de la pollution dans le sous-sol, et par défaut, maintenant, c'est l'interco de dépolluer un site, sauf si on retrouve l'industriel qui était à cause de ça, mais en général, c'est des trucs d'il y a 50 ans, et l'entreprise n'existe plus. Auquel cas, par défaut, ça devient le propriétaire. Et du propriétaire, on glisse vers l'affectataire, ce qu'on appelle l'affectataire, c'est-à-dire la communauté, une métropole. Et donc, vous, commune, si vous transférez un équipement qui est dans un bon état, faites un petit audit. Vous n'allez pas faire un audit, un truc à 10 000 €. Hein. Vous faites passer un expert qui va, sur un joli petit papier, en quelques heures, vous dire que ils vont bien les murs. Voilà. Si vous êtes sur des trucs industriels avec des risques de pollution, je pense par exemple à l'intercommunalisation de la compétence assainissement, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas le coup d'un petit carottage et d'une petite analyse qui va vous coûter des problèmes, et ça prouvera que ce n'est pas votre faute et on ne va pas revenir vers vous, y compris au pénal. Là, je pense au pénal, hein, en cas de pollution du sous-sol. Bon, moi, j'ai fait un carottage, sous-entendu, s'il y a une merde, demain, c'est la communauté. Ils ne vont pas pouvoir revenir vers moi en disant qu'il y a une présomption comme quoi c'est moi. Dans certains cas, on peut vendre les biens à l'interco, mais il faut qu'il y ait une justification. Et il y a des petites astuces pour éviter que ça coûte trop cher en frais de notaire. Et si vous transférez des biens pour des ZAC, zones d'aménagement concerté, ou des zones d'activité économique, alors normalement, ça s'est déjà fait depuis 2017, mais il y a un tas d'endroits où on a fait des conventions et il va falloir le faire maintenant. Il faut penser à délibérer pour faire de sur-mesure sur ces biens-là. Quand j'intercommunalise une compétence, je vais aussi transférer les contrats qui vont avec. Je vais récupérer de la trésorerie quand je sors d'une structure intercommunale, mais ma trésorerie excédentaire, je n'ai pas l'obligation de la refiler à l'interco, c'est l'arrêt commune la mode Ternant, à quelques détails près dans le cas de la compétence eau, si j'ai un taux de fuite important.
fuite de l'eau, hein, l'eau potable. Dernier élément, si j'ai un contentieux, eh ben, si le contentieux a couvé pendant que vous gériez, vous, commune, la compétence, mais qu'il n'a explosé qu'après le transfert de la compétence, alors par explosé, je veux dire la date du dépôt de la requête ou de l'assignation sur nos judiciaires, eh bien, c'est transféré à l'interco. Même s'il y a eu des échanges, même si on s'engueulait, etc., etc. Que ça soit pour vous, commune, dépenser des sous, parce que quelqu'un vous fait un contentieux sur un acte ou pour demander une indemnisation, un attributeur de marché public, par exemple, ou pour récupérer les sous. Un usager qui ne paye pas ses factures, bon, on n'est pas sur des grosses sommes, et parfois on préfère que ce soit l'interco qui joue le mauvais rôle d'être celui qui va poursuivre les gens. Mais ça peut être parfois sur des litiges, je ne sais rien, moi, sur des travaux, sur des problèmes d'EDF, etc. Un litige avec l'État pour des sommes qu'il vous doit. Ça peut être des choses tout à fait considérables. Et là, tout dépend de la date de dépôt du contentieux. Autre question bien complexe. Qui peut siéger dans les syndicats? Eh bien, je vous ai fait un beau tableau. Et puis, je ne vais pas vous le détailler ligne par ligne pour ce tableau, parce que sinon, l'association des maires sera obligée de faire porter des cachets d'aspirine à chacun d'entre vous. Donc, voilà, vous avez un tableau qui dit quelles sont les anciennes règles, les nouvelles règles, qui peut siéger dans quel type de syndicat, dans quel type de truc, et vous pourrez l'appliquer ensuite. Est-ce qu'avant que je parle un peu d'argent, vous avez des questions ou autres? Non, j'ai toujours rien dans le chat. Hein. Eh bien, on continue. C'est que c'est très clair. Super. C'est très clair, merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, un peu de pognon. Alors, l'État, d'abord, vous donne des dotations. Alors, premier rappel, l'État, quand il vous donne des dotations, ce n'est pas des cadeaux. Hein. Les dotations de l'État, DGF, DGE, DGD, FCTVA, enfin, FCTVA, c'est un peu une histoire différente. C'est pour l'essentiel soit des impôts qui ont été supprimés par l'État, soit des charges qui vous a transférées. Et dans ces cas-là, l'État crée des dotations pour compenser les compétences de transfert de compétences qui maintenant donnent lieu à un décaissement par les collectivités, une prise en charge financière, soit pour compenser les suppressions d'impôts. Taxe d'habitation aujourd'hui, taxe professionnelle hier, les octrois au début du XXe siècle. C'était déjà ça. Vous savez, l'AMF a été créée à l'origine dans le cadre de la réforme de la suppression des octrois, figurez-vous. Eh bien, à l'entrée des communes. Et ces dotations de l'État vont aux communes, vont à l'interco, et aujourd'hui, il n'y a plus trop de paramètres de dotation de l'État majeurs. C'est-à-dire que si on s'était vu il y a 10 ans, même il y a 6 ans un peu, l'idée de dire je transfère telle compétence à l'interco ou pas, ça permettait de gonfler la DGF de l'interco, transférer des compétences à l'interco, gonfler la DGF de l'interco sans baisser la DGF des communes. Donc évidemment, on se disait on va transférer les compétences. La baisse très forte de la DGF des intercos depuis 2013 et des communes a eu deux conséquences. La première conséquence, c'est que les intercos ont beaucoup été des lieux où on redistribuait du pognon jusqu'au milieu des années 2010. Ce n'est plus le cas. Ou si c'est encore le cas dans votre communauté, comment dire, ça ne va plus être le cas à la fin du mandat. Il y a beaucoup de communautés où on redistribuait des fonds de concours, de l'argent, des machins, des trucs, et où on achetait un peu la paix sociale. Hein. Et je connais beaucoup de communautés où soit dans les dernières années, on a supprimé ou diminué ces sommes parce que la communauté n'a plus de sous. Mais je connais aussi beaucoup de communautés, essentiellement de communes, où on a en fait réduit les frais de personnel, réduit toutes les dépenses pour continuer à alimenter les communes, pour ne pas faire de crise politique sous cette mandature, en sachant très bien que sur la mandature qui commence en 2020,
il allait falloir faire des révisions déchirantes parce qu'il n'y a plus de pognon pour à la fois alimenter les communes et faire les compétences qu'on est censé avoir dans nos statuts quand même, mais mettre à jour des normes sur lesquelles on est en retard, etc. Mais où on laisse gentiment à ses charmants successeurs le soin de faire ces révisions financières déchirantes. Voilà. Donc, soit, si les communautés ont encore chez vous une pompe à fric, le plus probable, c'est que c'est bientôt fini, sauf si vous êtes assis sur un tas d'or, mais enfin, ce n'est pas la règle du genre. Ce n'est pas le plus habituel, quoi. Des communautés assises sur des tas d'or, même celles qui avaient en partage des centrales nucléaires et autres, même celles-là, aujourd'hui, on vient à des révisions déchirantes aujourd'hui. Alors, bon, voilà. Il y a de la fiscalité, nous allons en parler. Il y a des dotations de solidarité communautaire qui sont obligatoires en communauté urbaine et en métropole, facultatives en communauté de communes et communauté d'agglomération, et des fonds de concours. Sur les DSC, dotation de solidarité communautaire, une remarque. La DSC doit être majoritairement fondée sur des paramètres sociaux. Donc, on va prendre très souvent le nombre d'habitants, la richesse, le nombre de logements sociaux, des choses comme ça. Il faut que ces critères soient prépondérants, qu'ils soient majoritaires. Je simplifie à grands traits, hein, un peu plus subtil que ça. Et surtout, quand on vote une somme en DSC ou en fonds de concours, votre commune elle reçoit de l'attribution de compensation. On va en parler tout à l'heure. Cette somme-là est relativement intangible. Il est difficile d'en changer le montant. La dotation de solidarité communautaire, tous les ans, on peut changer la somme d'argent qu'on y met dessus à la majorité simple du conseil communautaire ou métropolitain. Donc, par exemple, si on vous demande une concession, un engagement très lourd pour votre commune en échange du fait qu'on vous donnera du pognon en DSC, le risque que vous fasse un bébé dans le dos et que dans 3 ans ou 5 ans, on baisse le montant de la DSC est un risque fort quand même. Hein, le grand classique, c'est OK, allez, tu acceptes de prendre l'aire d'accueil et de stationnement des gens du voyage et je te verse une petite DSC. Ça, il y a bien quelqu'un qui vous fera un bébé dans le dos dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Peut-être pas sous cette mandature, la suivante. Voilà. Bon. Dans ce cas-là, il vaut beaucoup mieux une somme fixe que l'on pourra par exemple caler par le fait que c'est la commune qui vend un terrain à la communauté pour héberger ce site. Quitte à prévoir un paiement fractionné, vous voyez. Et hop là, j'ai quelque chose qui l'a sécurisé. Et la commune peut aussi verser des fonds de concours à la communauté ou l'inverse. Attention, ça, vous ne l'avez pas en syndicat, sauf dans des cas très particuliers. Il y a un truc en mobilité, un truc en énergie. Bon, d'accord. Les fonds de concours, c'est j'ai un équipement et la commune peut verser pour l'équipement communautaire ou la communauté pour l'équipement communal. Mais que les dépenses d'équipement. Si j'ai un gymnase, je vais pouvoir financer l'investissement, le fonctionnement de l'équipement, son électricité si je veux, mais pas le club sportif qui s'entraîne dans le gymnase ou qui se produit dans le gymnase. Je ne sais pas, une équipe de basket. Bon, ça ne marche pas comme ça. Alors, à quoi ça sert le fonds de concours? C'est parfois pas mal. J'ai une commune qui transfère un équipement. Cet équipement, il est hors d'âge. La communauté accepte de dire « moi, je vais en faire un truc beaucoup plus beau et plus grand ». Mais la commune verse un petit fonds de concours et on neutralise autrement l'attribution de compensation. Ça peut être assez juste. Ça peut être une commune accepte d'utiliser son foncier disponible pour héberger une entreprise, alors que l'argent, les impôts payés par l'entreprise, sauf le foncier bâti, bon, d'accord, industriel, bon. Mais les impôts économiques vont à la communauté, les nouveaux impôts. Bon, la commune qui aura peut-être préféré y mettre un petit lotissement et qui aurait eu des recettes communales, vous voyez, on lui verse un petit fonds de concours pour la dédommager du fait qu'elle accepte d'avoir la zone d'activité économique chez elle. C'est pas déconnant, mais dans ce cas-là, on le fait en DSC ou par un fonds de concours sur tel et tel équipement. Mais le fonds de concours, c'est annuel et ce n'est pas plus de 50% de la dépense et ça réduit la base de calcul de ce que l'État vous rembourse en FCTVA. Donc,
faut prendre sa calculette et regarder au cas par cas entre les différents outils que vous avez. Un mot sur le CIF, le coefficient d'intégration fiscale. C'est un mécanisme multiplicateur de votre dotation du global de fonctionnement de l'interco. C'est ce mécanisme-là qui faisait, comme je l'évoquais tout à l'heure, que plus l'interco brasse des compétences lourdes et budgétivores, plus la communauté a du pognon. Si je prends deux communautés qui ont le même nombre d'habitants, le même potentiel fiscal et qui sont de la même catégorie juridique, alors le seul facteur qui les différencie quant à la DGF qu'ils perçoivent, c'est ce CIF, et c'est un coefficient multiplicateur. Une communauté qui brasse la moitié du pognon du territoire aura 2 fois plus d'argent qu'une communauté qui en brasse qu'un quart. Quand je parle de pognon du territoire, c'est la somme des impôts perçus sur le territoire par les collectivités que sont les communes et les intercos, auxquels j'agrège certaines choses qui sont des redevances et pas des impôts, en matière d'ordures ménagères et parfois en matière d'assainissement et un jour à terme en matière d'eau, dans quelques années. Sur tout ça, on a aujourd'hui un mécanisme qui a donc beaucoup alimenté et beaucoup servi de matrice de raisonnement sur ce qu'on transférait ou pas à l'interco. Mais comme je le disais tout à l'heure, en 2013, le gouvernement de l'époque a fortement diminué la DGF des communes et des intercos, mais très, très fortement. Ça a été violent. Et pour nous, c'était déprimant. On passait notre temps à annoncer des plus mauvais chiffres, communauté après communauté. C'était… voilà. Bon. Et donc, on a du coup beaucoup de communautés qui sont dans ce qu'on appelle des montants de garantie. C'est-à-dire que votre DGF, elle baisse un peu tous les ans. Et si j'appliquais tout de suite la somme auquel vous auriez droit avec votre CIF, vous auriez 2 fois moins, vous voyez, ou un tiers de moins. Donc, même si vous réussissez à remonter votre CIF parce que vous retransférez des compétences et des impôts, ça n'aura d'effet que dans 2, 3, 4, 5 ans. Parce que vous êtes de toute manière en phase d'atterrissage et que votre CIF vous conduirait déjà à une DGF beaucoup plus basse. Ce que je vous dis là, c'est le cas de 80% des communautés en France. Il est possible que vous ne soyez pas dans ce cas-là, mais le plus probable, c'est que vous êtes dans ce cas-là. C'est-à-dire que le simple calcul de votre CIF conduirait à une DGF plus basse encore que la vôtre et que la vôtre va continuer à baisser même si vous retransférez des compétences et des impôts, mais ça rendra l'atterrissage beaucoup moins violent dans 2, 3 ou 4 ans. Sur ces questions-là, il y a des tas de cabinets financiers qui sont très compétents. Ça fait partie des indicateurs à suivre quand même pour avoir une idée de la prospective financière de votre communauté. On a des tas de communautés qui sont bien gérées et on sait où on va. Il y a quelques communautés que vous allez récupérer, ça arrive parfois, où l'argent fut facile il y a 5 ou 10 ans. Et en fin de mandat, on a caché qu'on était le Titanic avec un glacier magnifique devant parce qu'on a pris l'habitude d'avoir de l'argent, de redistribuer cet argent et on cache qu'on a pris la compétence GEMAPI mais on ne sait pas la financer. Oui, on sait qu'il va falloir lever la taxe GEMAPI mais on ne voulait pas le faire pendant ce mandat-ci. On a gardé un prix de l'eau. Oui, on sait qu'on n'a pas fait d'investissement depuis 60 ans, mais c'est les générations futures qui le feront, etc. Travers bien national, me direz-vous. Si vous êtes en communauté de communes, il est possible que vous ayez soit la FPU, fiscalité professionnelle unique, soit la fiscalité additionnelle. Si vous êtes en métropole, si vous êtes en communauté d'agglomération, vous êtes à FPU. Si vous êtes en communauté urbaine, vous êtes à FPU aussi avec une dérogation au niveau national. Si vous êtes à fiscalité communauté de communes, ça peut être aussi à fiscalité additionnelle, même si les communautés de fiscalité additionnelle sont devenues assez rares. Alors, ça marche comment ces deux régimes fiscaux-là? Eh bien, la communauté récupère des compétences et au lieu de se voir transférer des impôts de la communauté, des communes pour financer cette compétence,
elle a créé, quand elle s'est créée, une petite couche au-dessus des impôts communaux. Et ensuite, elle fera varier ces différentes dépenses et les taux entre impôts avec les mêmes règles de lien entre les taux que ce que vous connaissez au niveau communal ou à peu près. Alors évidemment, vous voyez que ce système-là a comme avantage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si j'ai une catastrophe économique sur mon territoire, je continue à être financé en grande partie par l'habitant et réciproquement. Mais, on se retrouve quand même avec un immense problème. C'est qu'on n'a pas le réflexe, quand on a ce régime-là, de transférer de l'existant, ou sinon il y aura des gagnants et des perdants. Si vous êtes maire d'une commune à fiscalité additionnelle, et vous avez une crèche, une piscine, un équipement, un boulodrome, ce que vous voulez. Et vous allez le transférer à l'interco. Eh bien, en fiscalité additionnelle, du jour au lendemain, c'est plus vous qui payez et puis c'est tout. C'est tout le monde qui paye. Et le gars qui n'a pas de crèche à transférer va dire « t'es gentil, mais moi je paye pour la crèche maintenant, moi ?» Alors vous allez lui dire « t'es gentil, mais ça fait des années qu'en fait tu payes rien alors que j'ai 3 enfants de chez toi pour la crèche. » Mais si le gars de mauvaise foi, et là mesdames, vous me pardonnerez de prendre un exemple masculin pour la mauvaise foi. Là je suppose qu'on ne me demandera pas de respecter, de dire la gente dame ou le mec. Donc si le gars dit « ouais, c'est dégueulasse », vous, président ou présidente de la communauté, vous allez lui dire « attends, t'es gentil, ça fait des années que la crèche, elle héberge 3 des enfants de ta commune ou entre 2 et 5 enfants de ta commune et tu ne payes pas pour ça. » Mais si cette personne est soit de mauvaise foi, soit n'a pas beaucoup d'enfants dans cette crèche, voire 0, il va vous dire « mais attendez, moi j'y perds, moi. Alors vous faites quoi pour moi ?» Et du coup, soit on se mettra d'accord que pour des nouveaux équipements, soit, donc inflation fiscale, évidemment. Je n'ai pas rien enlevé aux dépenses communales, je n'ai fait que du nouveau. Deuxième hypothèse, puisque je prends la crèche qui est dans le bourg-centre, dans les autres villages, je vais, je ne sais pas, moi, financer des fonds de concours, faire un fonds de concours de rénovation des toits d'église. Voilà, tiens, pour prendre le grand sujet classique où là, vous êtes certain que tous les maires vous applaudissent. Bon, oui, d'accord, enfin, bon. C'est du marchandage dont on voit qu'il n'est pas forcément toujours vertueux. Bon, c'est-à-dire qu'on dépense des sous, mais ça n'aide pas à porter un projet, ça n'aide pas, voilà, ça favorise en général le président de l'Interco si celui-ci a une connaissance technique et que les autres se font avoir. Enfin voilà, bon. Parce qu'il y a eu beaucoup de communautés de communes où on a trouvé très 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 bien de financer que les travaux sur… alors quand c'est le bourg-centre et la ville-centre, ça servait à tout le territoire, pourquoi pas, mais il y a eu quelques hold-up aussi. Bon. Autre régime financier, la FPU. Alors la FPU, vous entendrez parfois parler de TPU, c'était l'époque de la taxe professionnelle, ça s'appelait taxe professionnelle unique ou d'agglomération. Là, on est sur un tout autre régime. Accrochez-vous, reprenez une tasse de café, c'est du lourd. La communauté récupère la fiscalité professionnelle. Alors avant, c'était la TP, c'est assez simple. Aujourd'hui, c'est la contribution économique territoriale, CFE, c'est un bout de la taxe d'habitation départementale, c'est CVAE, enfin, etc. Et imaginez que la communauté se fasse refiler par les communes les impôts économiques, mais aussi des compétences. Et bien là, on va dans une logique de calcul financier. La communauté, au jour où on est passé en FPU, a récupéré une certaine somme. Mais elle a récupéré des dépenses. On gèle l'existant, on gèle les richesses respectives et les dépenses respectives des uns et des autres, et on mutualise l'avenir. Petit exemple. Imaginez que la commune, elle avait 200 000 € de dépenses
Et je fais comme s'il n'y avait même pas de dotation de l'État ni de redevance. Hein. Et en face, 200 000 € de recettes, dont artificiellement, je dis qu'elles ne sont que fiscales. Hein. Bon, on simplifie. Si c'était aussi simple. La communauté passe en FPU. Elle refile 50 000 € de dépenses à l'Interco, mais elle refile 100 000 € de fiscalité professionnelle. L'Interco gagne 50 000 €, youpi champagne. Bah ouais, ces 50 000 €, elle les reverse. Ça s'appelle l'attribution de compensation. Mais si sur le territoire, des entreprises arrivent, tant mieux pour l'Interco. Si sur ce territoire, des entreprises s'en vont, tant pis pour l'Interco. La commune continue à garder ses 50 000 €. Si les dépenses que j'ai intercommunalisées augmentent parce que, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité pour le coût des agents, parce que j'ai été obligé de me mettre aux normes, parce que finalement, j'ai refilé une vieille piscine Canton et puis un jour, j'ai été obligé, 5 ans, 10 ans après, de la démolir, de rebâtir une piscine un peu plus costaud. C'est le problème de l'Interco. La commune continue à percevoir ses 50 000 €. À quelques détails près quand même. Premier détail près, je vais pour le fonctionnement prendre les dépenses antérieures de fonctionnement, mais pour l'investissement, je vais prendre le coût annuel moyen du bien. Donc si je refile une piscine toute pourrie, elle ne m'a rien coûté dans le passé. Je ne l'ai pas entretenue. Si j'ai pris que les dépenses antérieures, comme ça s'est fait dans plus de la moitié des intercos, par un mélange de roublardise et de fainéantise, ou parce que ça s'est fait avant 2004 et que les règles étaient différentes, eh bien, on sait faire fourguer des vieux trucs qui coûtent très cher aujourd'hui. Si en revanche, j'ai bien fait mon boulot, j'ai dit, tu me refiles une piscine, c'est super, mais ta piscine, elle est toute pourrite, donc on va prendre le coût annuel moyen de ce que coûte une vraie piscine quand on l'aura rénovée ou reconstruite, divisé par la durée d'amortissement. Et là, c'est juste. Et accessoirement, c'est conforme aux règles en question. Un conseil, d'ailleurs, médical. Si vous souffrez d'insomnie, abandonnez les petites pilules qui font dormir. Achetez-vous, ça coûte moins cher, un code général des impôts. Et là, vous l'ouvrez à l'article 1609, non-nies C. Donc 1609, NONIES C. C'est pas remboursé par la Sécu, mais ça devrait. Cet article est le plus illisible que je connaisse en 32 ans de métier. Il fait plusieurs pages de code, mais tout est là-dedans. Au prix de beaucoup d'opiniâtreté, après vous êtes endormi 10 fois sur le texte, vous verrez, tout est dedans. Ce que vous y verrez dans ce texte aussi, c'est qu'il y a une CLET. Alors, la CLET, Commission locale d'évaluation et transfert de charges, ou des charges transférées, les deux se disent, transfert de charges dans le code. C'est elle qui va, à raison de représentants de communes et de l'Interco, c'est elle qui va définir quel a été le montant à prendre en compte dans ces transferts de charges. C'est elle qui va bosser aussi si vous redonnez des compétences ou des équipements communes. Voilà. C'est bon pour les finances? Mutualisation, on pourrait passer une journée entière. Hein. Mutualisation, je vous dis qu'il y a plein d'outils, je vous les présente très rapidement, mais il faut que j'accélère. Je vous les ai présentés tout à l'heure, donc là, vous les avez tous, là. Et hop, mutualisation, je vous ai dit un mot, il y a plein d'outils. Maintenant, je voudrais finir par un focus sur plusieurs compétences importantes ou échéances importantes. Premièrement, toutes les communes de France ont récupéré la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, ce que j'ai mis en rouge, et prévention des inondations, ce que j'ai mis en vert. Et la communauté, évidemment, n'est pas le territoire naturel pour les deux cycles de l'eau. Le grand cycle, la GEMAPI, le ruissellement, les cours d'eau, et le petit cycle, qui sont l'eau potable et l'assainissement collectif ou individuel. On est
En revanche, dans l'idée, comme toujours, comme pour l'économie, comme pour le tourisme, comme pour l'aménagement de l'espace, dans l'idée de dire qu'on fait un tandem entre l'interco et la région. Vous vous souvenez, on a commencé par ça. Et on est sur l'idée que l'interco va siéger, si elle le souhaite, dans des syndicats qui, eux, correspondront au bassin versant ou au sous-bassin versant ou à des périmètres de distribution pertinents ou autres. Dans le cas de la GEMAPI, ces structures dans lesquelles vous siégez peuvent être labellisées. Vous entendrez parler d'EPAGE ou de PTB. Alors, si vous dites le mot labellisé, vous avez la moitié des juristes qui vous diront que oui, c'est le mot utilisé, l'autre moitié qui disent que ce n'est pas le mot utilisé. Bon, c'est comme ça. Donc, tous les métiers, on aime bien s'engueuler sur des conneries. Mais ce sont des établissements publics territoriaux d'aménagement de gestion des eaux ou territoriaux de bassin. Ce sont des enjeux majeurs. Majeurs. La France, il y a 20 ans, comme tout le monde, je rigolais en disant bah non, mais la France, c'est le seul pays en Europe quasiment où il n'y a pas de stress hydrique. On a un château d'eau, quoi. Même ça, c'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Les conflits d'usage entre monde agricole et eau potable et milieu naturel sont aujourd'hui réels. Les questions de pollution, de ruissellement, alors le monde agricole et les communes se renvoient la balle pour savoir si les eaux de ruissellement, avec leurs dégâts humains, mais aussi environnementaux, sont les conséquences de trop d'imperméabilisation des sols en raison de l'urbanisation des communes, ou si ça tient aux pratiques agricoles qui ont été faites ici ou là. Mais on est sur des enjeux majeurs et potentiellement conflictuels. Mais si on réussit à mettre tout le monde autour de la table, vous avez des choses extraordinaires qui se passent, des territoires où ces enjeux ont été pris à bras-le-corps par les collectivités territoriales en lien avec les milieux agricoles, avec les acteurs de l'aménagement de l'espace. On a un moment très intéressant où, au-delà des conflits parfois dogmatiques, des choses concrètes se mettent en place et c'est passionnant. Et en plus, je le dis d'autant plus que vous avez beaucoup de choses qui se passent dans le Grand Nord-Ouest qui sont singulièrement passionnantes. Je n'ose dire allez voir chez vos voisins bretons parce que sinon ça poserait la question de savoir où s'arrête la Bretagne. Breton moi-même, je serais d'une immense mauvaise foi là-dessus, donc je passe rapidement. Et vous avez le petit cycle de l'eau. Et là, le petit cycle de l'eau, ça a été transféré aux régions, aux métropoles, ça a été transféré aux communautés urbaines, mais dans le cas des communautés de communes et d'agglomération, c'est plus compliqué. Alors, les communautés d'agglomération ont toutes récupéré l'eau et l'assainissement au 1er janvier dernier. C'est tout nouveau. Certaines l'avaient avant, mais pour certaines, c'est nouveau. Mais les communautés d'agglomération, comme les communautés de communes d'ailleurs, peuvent signer des conventions pour redonner ça à des syndicats, même plus petits que leur périmètre, ou à des communes. Les communautés de communes, non seulement c'est même faculté, et dans le cas des syndicats, c'est avant septembre 2020 qu'il faut signer ces conventions. Mais en plus, on se retrouve avec la communauté de communes qui peut avoir décidé de reporter à 2026 au plus tard la prise de la compétence. Et il y a beaucoup de communautés qui ont fait ce choix parce que transférer la compétence, c'est transférer des services qui sont parfois à l'équilibre financier et parfois non, alors qu'ils doivent l'être à terme. C'est transférer des réseaux qui sont à jour ou non. La France, en matière d'assainissement, un peu, et d'eau potable, beaucoup, a un mur d'investissement devant elle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'assainissement, ce n'est pas seulement que c'est des compétences qui ont été portées plus récemment, mais comme l'eau est corrosive en assainissement, vous avez rarement des biens qui durent plus de 20 ans. Donc quand on laisse pourrir un équipement, ça se voit. Ça se voit parce que ça fait de la pollution et ça se voit parce que l'équipement a une durée de vie de 20 ans. Quand vous êtes en eau potable avec des biens qui ont des durées de vie entre 40 et 80 années, un réservoir, c'est le nom des châteaux d'eau, une canalisation, l'eau est moins corrosive, peuvent avoir des durées de vie assez usuellement de 60 ans. Bon, une pompe, elle n'aura pas une durée de vie de 60 ans. Un surpresseur ne va pas vivre sur 80 ans. Mais du coup, ça veut dire qu'un maire qui, pour avoir une eau pas chère, ou un syndicat, laisse filer et est en retard d'investissement sur 40 ans,
notamment pour piquer le pognon et l'utiliser pour l'assainissement du bourg-centre, moyennant quoi c'est la ferme isolée qui paye pour le bourg-centre. Ça, c'est le secret le mieux gardé du village, ça. Bon. Eh bien, ça, et qu'on ne peut plus faire une fois qu'on intercommunalise à une certaine échelle géographique, pour des raisons juridiques. Eh bien, ça, ce sont des choses qui conduisent à ce que dans beaucoup de territoires, on découvre qu'on veut garder un prix de l'eau pas cher, sinon on se fait engueuler par l'habitant, mais on a 50 ans d'investissement à rattraper sur les 10 ans qui viennent. Et ça, vous l'avez devant vous. Hein. Alors, évidemment, hein, tout ce que je dis là, ce n'est pas chez vous, c'est ailleurs. Bien sûr, ailleurs. Et selon que l'on est sur des territoires plats ou en zone de montagne, zone sismique, pas zone sismique, l'eau est abondante, pas l'eau est abondante, tout ceci est évidemment à paramétrer. Ajoutez à cela que dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, vous avez des emboîtements entre syndicats qui ont leur part de complexité et parfois d'illégalité, et que votre beau département n'est pas exempt de ces emboîtements complexes, sur l'eau potable en tout cas, je n'ai pas dit que c'était illégal, j'ai dit que c'était complexe dans le cas de votre département, et vous vous retrouvez avec des paramètres qui ont leur part de complexité. Dans ces deux cycles de l'eau, il y a un autre truc, c'est les eaux pluviales. C'est l'eau pluviale urbaine, pas rurale. Hein, ce n'est pas l'eau qui coule le long du fossé de la voie départementale, sinon on ne s'en sort pas. Et ces eaux pluviales sont obligatoirement transférées en agglo. Et en général, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pas parce que vos prédécesseurs n'étaient pas bons, mais parce qu'on a eu un suspense jusqu'à l'automne 2019 pour savoir si ça allait être transféré ou pas. Puisqu'on a changé plein de fois de loi à la suite du grand débat national, où les maires sont montés et ont fait des frondes. Autre dossier, la mobilité. Si vous êtes en communauté de communes, vous avez avant mars 2021 pour vous mettre d'accord. Mais attention, mars, c'est la fin de la procédure. Donc vous, il faut vous noter dans votre agenda au plus tard novembre. Hein. Parce que après, vous avez 3 semaines pour décider, finaliser ce que vous faites et rédiger les actes. Et après, il y a 3 mois de procédure. Bon. Pour savoir si vous prenez ou pas une compétence mobilité ou si vous la transférez à la région. Et si vous la transférez à la région, peut-être que la région vous en redonnera certains bouts par convention. Ce qui était évoqué en 2 mots tout à l'heure par le président, mais là, ça dépend de la politique de votre région. Et il y a des aspects financiers, parce que les entreprises payent ce qu'on appelle le VT, versement transport, qui aujourd'hui en réalité s'appelle versement mobilité, mais tout le monde dit encore VT. Et donc, c'est un paramètre financier aussi. Et il y a un lien avec le transport scolaire, parce que ça fait partie de cette compétence. Et il y a beaucoup de communes qui veulent, comités de communes qui sont prêtes à transférer la mobilité, mais le transport scolaire, bon. Alors, si je le file à la région, mais que la région me le redonne par convention, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le cas de toutes les régions. Voilà. Donc là, il y a besoin d'études spécifiques. Je diffuse ma carte de visite à la fin. Je plaisante. Mais il y a ensuite le pacte de gouvernance intercommunale. Et là, je passe très rapidement. J'ai fait des vidéos assez courtes là-dessus. Vous trouverez des tas de choses là-dessus. La loi du 27 décembre 2019 ne vous impose pas de faire un pacte de gouvernance territoriale, intercommunale. Mais elle vous impose d'y réfléchir. Il n'est pas obligatoire d'en voter un. Il est obligatoire de le mettre à l'ordre du jour pour savoir si on en vote un. Et donc, ce pacte, vous êtes obligé de l'envisager. Le calendrier, vous avez 9 mois pour le prendre. Mais attention, les 9 mois, ça comptait l'installation des communes. Alors, passons sur le fait que l'installation des communes, en plus, entre le premier et le deuxième tour, n'est pas la même partout. Mais c'est un calendrier, vous voyez, plus court que ça, parce que vous perdez en réalité cet été, en fait. Et vous n'avez pas à discuter de votre pacte de gouvernance intercommunale le 5 août. Bon. Et donc, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'autres dossiers et il faudra aussi travailler sur ce que vous y mettez. Alors, souvent, l'idée, c'est de dire « Ah, on ne va pas s'enquiquiner avec ça ». Bon, d'abord, ce n'est pas idiot de savoir si on est heureux ensemble. Je ne vais pas prendre des métaphores de couple, mais se poser de temps en temps la question de savoir si ce qui marche bien, pas, et sinon comment améliorer les choses, ce n'est pas forcément idiot régulièrement. Mais surtout, en général, celui qui vous dit tout marche bien et il n'y a rien à changer, c'est celui qui a le pouvoir et qui ne veut pas forcément qu'on en redébatte. Mais bon. Mais surtout, il y a un point, c'est qu'il y a certains outils dans ces pactes qui pourraient peut-être ne pas être légaux si vous ne les avez pas insérés dans le pacte. Donc, le contenu, je vous le mets dans le support là, des tas de petites choses, c'est clair, vous verrez, c'est lisible, tout ce qu'on peut mettre dans un pacte ou pas un pacte,
Et après, ça fait partie des choses que vous aurez à voir. Autre point que vous aurez à voir, c'est si votre communauté n'a pas de compétence de PLU, plan local d'urbanisme, si celui-ci n'est pas intercommunal, PLUI, il faudra renouveler en communauté de communes ou d'agglomération votre opposition à ce PLUI à la fin de cette année, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. Il y a une période de 6 mois qui s'ouvre aussi pour décider qui fait quoi entre la commune et l'interco sur certains pouvoirs de police intercommunaux. Donc, il faut le connaître. Donc là, je vous ai mis quelques éléments. Et des réformes à suivre sur ce que sera ce futur projet de loi 3D porté par Mme Gouraud, qui a été reconduite dans le gouvernement actuel, qui est une vraie décentralisatrice de toujours, hein, mais qui a aujourd'hui une feuille de route qui mériterait d'être clarifiée, on va le dire comme ça. Voilà, on est un brin en retard, mais j'ai tenu le délai, par contre, de la durée de mon intervention qui était prévue. Est-ce qu'il y a quelques questions avant que je me sauve? Alors, moi, je n'en ai pas dans le chat. C'est l'occasion, avant que Maître Landau s'en aille, de lui poser vos dernières questions. Non, on considère que tout est très complexe, clair. mais merci. Merci beaucoup. Oui, merci pour vos... pardon. Je disais simplement Madame... merci, c'est complexe, mais merci en tout cas l'intervention. On est avec une adjointe là à suivre attentivement cette formation, c'est très riche. Merci. Merci beaucoup. Madame la directrice, peut-être un dernier mot conclusif? Bien, merci à tous les participants. Merci Eric pour cette intervention. Merci à Nathalie qui nous a permis d'organiser toutes ces visioconférences que vous retrouverez sur le site de l'Association des maires et on vous enverra les supports. Donc, c'était la dernière d'une série de 5. Et donc, au mois de septembre, donc le 17 septembre, nous organiserons également la suite des universités des maires, mais là en présentiel, enfin si les conditions bien sûr le permettent. Voilà, merci à tous, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous rappelle aussi que la juriste de l'Association des maires, Magali Poirier, est également à votre service si vous avez des questions pour prolonger l'intervention d'Éric Landau de ce matin. Voilà, merci, bon week-end. Bon week-end et à la rentrée, bonnes vacances. Merci, au revoir. Merci, bon week-end. Maître Landau. Merci. C'est toujours très intéressant ces interventions. Allez, on arrête. À la rentrée. Au revoir tout le monde.